et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de vous retrouver, tout quitter pour faire le tour du monde. On est beaucoup à en rêver, mais dans le fond, très peu à larguer réellement les amarres. Ce sont quelques dizaines de familles françaises qui le font chaque année avec leurs enfants. Et c'est le cas de la famille San-Agustin. Ils sont 4 à partir, enfin pas 4, ils sont 5 avec Voyou le chien. Ils partent dans quelques jours, mais ils nous font le plaisir de faire un petit détour par le plateau de la grande émission. On en est ravis, mais avant de les accueillir tous les 4, je salue mes chroniqueurs du mercredi en la présence de Jean Reno et de Michel Juchereau. Bonjour madame. On excuse Jean-Luc. Jean-Luc est en Guyane. Alors, pas pour le plaisir, il est avec ses élèves des MFR de Saint-Florent-des-Bois. Et, enfin bon, ça fait 15 jours qu'il y est quand même. Si ça l'embête, on Je suis va pas bien sûre le qu'il remplacer. revienne en fait. Peut-être comme la famille Saint-Agustin. Je suis pas sûre qu'il revienne, il va rester là-bas. On l'embrasse évidemment. Michel Juchereau, ça fait un sacré bail qu'on s'est pas vu. Ouais, j'étais absent. Absent parce que voilà, vous avez des obligations à côté et vous m'avez manqué. Non mais c'est C'est vrai. vrai. Mais, oui, non mais je rigole. Non, c'est vrai. On va parler quoi? Une question, enfin une réflexion qu'on entend souvent, c'est que l'accouchement tue l'amour. Alors, tue l'amour entre papa et maman? Ah non, ah oui. Oui, tue l'amour entre papa et On va maman. parler libido là. Bah, si l'amour c'est que la libido, oui. Ah oui, mais ça c'est une question philosophique, on sait pas. Oui. Philosophique, Ok. plus que philosophique. Non mais comme je sais qu'il y a des enfants sur le plateau, j'essaye de Voilà. On est d'accord? On parle Jean Reno, Oui, on va parler de quoi? d'un sujet, Cette émission. d'un visage en terre cuite. D'accord, c'est tout? Ben, pour la première partie. Et la deuxième partie? Après, je vous proposerai des photos d'objets extraordinaires, pas d'objets, de sculptures, D'accord. Bien, je veux bien, si. Descends. Ah, voilà. D'accord. Non, je préfère préciser. Mais je Merci Jean. garantis. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Alors, nous recevons sur le plateau de la grande émission, et on en est ravis, 4 invités. 5, moitié 5, parce qu'il y a la mascotte aussi. C'est la famille San-Agustin. Bonjour, Miguel, Élodie, Lola et Pablo. Ça va bien? Merci d'être là. Alors, ils partent dimanche. Ils partent dimanche avec le camping-car. On verra des images tout à l'heure du camping-car. Vous avez fait un petit détour par le plateau, on en est ravis. Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui vous prend, Miguel? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui me prend, ça? Pourquoi vous partez faire un tour du monde en camping-car? C'est une longue histoire. En fait, moi, j'ai commencé à voyager à l'âge de 18 ans parce que j'avais le service militaire obligatoire à l'époque. Et j'ai été en Outre-mer et j'étais basé à Djibouti avec la marine. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller en Afrique, au Kenya, en Tanzanie, et puis de visiter un peu l'océan Indien. Et là, j'ai vraiment pris goût à ce genre de périple. Et j'ai eu un déclic en me disant, un jour, je ferai un tour du monde. Et puis après, j'ai rencontré Élodie, on a acheté une maison à la Ferrière, on a une maison qu'on a rénovée, je travaillais en même temps, et au bout d'un moment, j'ai un peu saturé, à un limite peut-être du burn-out, et j'ai invité Élodie au restaurant pour parler avec elle, et là je lui ai dit, écoute, moi j'en ai marre, ce rythme-là ne me convient pas, j'ai envie de faire un tour du monde. Ouais. Et bon, je m'aventurais un petit peu sans connaître trop sa réaction, et à ma grande surprise, elle y pensait elle aussi, C'est vrai? et elle m'a dit, ben oui, moi aussi j'y pense, comment on peut faire? Et de Élodie, là- sans vous concerter, vous disiez ras-le-bol de cette vie. Oui, non, C'est un peu ça? Oui. Moi, je rêvais, mais c'était plus virtuel. J'ai fait des études, j'étais à la fac d'espagnol, donc voilà, c'était l'Amérique du Sud, j'en rêvais. Je me dis, un jour, si on pouvait faire ça en famille, ça serait super. Donc, D'accord. de là est venue l'idée du premier voyage. Il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Il y a 6 ans, on va en C'est reparler de ce voyage. Alors, Pablo n'était pas né. Non. Pablo, t'as quel âge? 5 ans et presque 6 ans. Ah ouais, c'est vachement grand. Donc, t'étais pas là quand papa et maman et Lola, ils ont fait le premier... Oui, et je suis jaloux qu'ils m'ont pas entendu. Ah, t'es jaloux. Alors, c'est pour ça qu'en fait, papa et maman, ils veulent faire un nouveau tour du monde. C'est parce qu'ils veulent que tu en profites aussi? Ouais. D'accord. Lola, tu étais toute petite, toi. Oui, et je me souviens pas vraiment de tout ce qu'on a fait pendant ces 21 mois. Ouais. Vous êtes partis en quelle année? De 2008 à 2010. Mais vous avez fait pas tout le tour du monde, vous avez Non, fait quelques pays, en fait, déjà en camping-car. Voilà, parce qu'après avoir rencontré une famille de voyageurs qui, eux, avaient fait le tour du monde, ils nous ont dit que pour faire un tour du monde agréable, il faut compter 1 an par continent. Donc nous, on avait à peu près que 18 à 21 D'accord. mois. Donc on a fait un choix. Moi, étant passionné d'Afrique, je voulais faire l'Afrique. Ouais. Élodie voulait faire l'Amérique du Sud. Donc c'est ce qu'on s'est contenté, entre guillemets, de faire 2 pendant continents. 21 mois. Donc on a fait 2 continents. Vous habitez non plus à la Ferrière, mais Venanceau. Oui. Enfin, vous habitiez Oui, Venanceau, Oui. parce que vous avez tout vendu. oui. À nouveau. Voilà. Deuxième À fois. nouveau. Voilà, Oui. c'est ça. Donc, vous avez vendu quoi? La maison? La maison. voiture, La voiture, alors pas double dis-nous, la voiture,
La moto? Oui, parce que la moto de papa, il en avait une. Après, nos 2 voitures, parce qu'on en avait 2. Ouais. Les poneys? Oui, les poneys. D'accord. Notre cabane en bois. Ouais. Euh, Et maintenant, tout rentre dans le camping-car. Bah oui, et il a des choses que papa en fait il veut plus amener parce que on les a amenées mais en fait ça ne se... Ça sert à rien. Ouais voilà, ça Ça sert pas à grand-chose. Est-ce que est-ce que vous avez... Alors, je pose la question à Lola et... Pardon, je me focalise sur vos enfants, Lola et Pablo. Est-ce que vous avez hâte de partir? Vous partez dimanche prochain. Est-ce que vous vous rendez compte que vous allez partir dimanche prochain? Lola, est-ce que tu te rends compte de ça? Je m'en rends pas compte, mais par contre j'ai vraiment hâte de découvrir d'autres paysages. Tu as 12 ans, Lola. Hein? Oui, rencontrer d'autres gens et aller là où il fait chaud et beau. Ouais, c'est surtout ça. Et le fait, alors, vous avez des copains? Vous allez quitter vos copains? Oui, en fait Pablo? on quitte nos copains mais c'est qu'en voyage et ben aussi on se fait des copains. Ouais, non. Ah ouais, bien. Oui. Il a pas du tout fait... En fait, toi, tu veux faire les voyages pour te faire d'autres amis, c'est ça? Oui, c'est en fait, on se fait des amis, on perd les amis et on s'en refait d'autres. Ah, Et après vachement on bien. retrouve les amis. Ah oui, après on retrouve les amis. Lola, l'adolescence, souvent, c'est un peu plus délicat de quitter les copines et les copains. Comment tu vois ça, toi? Papa et maman, ils avaient très peur que je puisse, que quand on revienne de nos 3 mois, je veuille pas partir. Mais finalement, en fait, ça me dérange pas de les quitter. Ça me fait quand même... Enfin, je suis quand même triste, mais je sais que c'est pour des raisons bien précises. C'est pour découvrir d'autres choses. Donc finalement, ça vaut la peine. Puis tu vas pouvoir faire partager tout ça parce que tu as ta chaîne YouTube Oui. qui s'appelle Lolita tout court. Oui, Et on va voilà. pouvoir suivre. Et en fait, elle fait plein Oui, de Pablo. vidéos et elle fait l'ordinateur. C'est qu'en fait, quand on roule, Ouais. elle prend toujours l'écran et elle fait ça. Elle fait ça tout ça à la main. Mais toi, tu vas apprendre toi aussi, tu vas le faire peut-être. Tu sais pas, tu verras. Bon, tu sais quoi, tu réfléchis. On va donner la parole à Michel et on en reparle après, d'accord? On fait comme ça? Tout de suite, c'est Michel. Mon petit Michel, Oui, c'est moi. baisse de libido après l'accouchement de maman. Comment Ça semble ouais. quelque chose de... Oui, je parle que... C'est les mamans qui le disent, hein, les papas On parle pas? n'en parlent pas. D'accord. Mais les mamans disent souvent je me sens plus mère que femme ou j'ai surtout besoin de tendresse. Alors il y a probablement un état qui ne favorise pas la libido. Il y a le fait de cette mini-dépression du baby blues Ouais, après le blues. l'accouchement. Il y a la transformation physique, il y a sûrement des problèmes Hormonal. hormonaux. Il y a les changements de rythme avec des nuits qui sont souvent agitées par les réveils du bébé. Ouais. Il y a les douleurs physiques après avoir eu épisiotomie. Jolie épisiotomie. Voilà. Souvent bon dos l'épisiotomie. Mais Oh enfin, non, bon. ça fait mal de chien. Et donc ça va durer... Michel. non. Si, pardon, excusez-nous, on va pas rentrer dans le détail, mais si, bon bref. Il y a les jamais eu mal césariennes à son aussi. épisiotomie. Le périnée Là, il y a les césariennes aussi. Enfin, il y a Ouais, ouais, bien ouais, sûr, ouais. puis il ne D'accord. faut pas nier ça. Et puis, cet état va perdurer les 4 ou 5 premiers mois. D'accord. Et là, on s'attend à une redistribution des cartes, quoi. La maman va retourner travailler, on va Oui. sortir le bébé de la chambre des parents. Le bébé, d'ailleurs, qui va, pour sa deuxième séparation, acquérir le doudou. Oui. Et là, deux solutions. Ou bien on retourne à une libido, on ne peut pas dire libido normale, parce que je suppose que c'est une libido normale, mais une libido comme avant. Ou alors on ne retourne pas à la libido. C'est-à-dire qu'on est seulement maman. On est seulement. On peut on est rester seulement maman. Et on voit aussi des hommes qui deviennent seulement Alors oui, papa. parce que ce problème, entre guillemets, de libido, ce ben, n'est pas que la maman. Non. Parce que ça Non, vous dit que non. c'est beaucoup Et la on maman. voit, c'est on pas voit que la aussi des maman. papas qui se contenteront d'une relation très platonique, très Courtoise. mais courtoise, gentille. C'est courtoise. Mais l'enfant a quand même besoin, pour la suite de sa vie, pour la suite des événements, de parents qui se rencontrent sur le plan sexuel. D'accord. Donc, Pardon, les enfants. un des conseils, ils peuvent vous attendre, hein. Bah oui. Un des conseils que l'on pourrait donner aux parents, on s'occupe un petit peu de ce qui ne nous regarde pas, c'est de dire,
essayez de recoller les morceaux, essayez de retourner à une libido comme vous la connaissiez. Après tout, avant d'avoir cet enfant, vous sembliez avoir une situation harmonieuse. Harmonieuse, ouais, c'est ça. Et ça va marcher ou ça va pas marcher. D'accord. Et on voit des mamans qui, alors que les enfants ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, disent « Moi, mes enfants, c'est tout pour moi ». Ça veut dire D'accord, que elle se consacre qu'à le ça. papa, il est là, en dehors de quelques mesures d'hygiène, il n'y a pas de relation plus physique que ça. D'accord. On verra un petit peu la signification et la de tout signification de tout ça. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait un lien avec le fait que la libido soit harmonieuse peut avoir des conséquences sur l'enfant. Et inversement, je savais pas et ça. ça, c'est connu de tous les gens qui s'occupent de l'équipe de l'enfant. Lorsque un enfant ne va pas bien, il va y avoir un regard qui va être porté, c'est sur la relation amoureuse des parents. D'accord. On en reparle tout à l'heure, Michel. On va revenir sur le tour du monde de la famille San Agustin, qui part donc dimanche prochain pour un tour du monde. Alors, un tour du monde, Miguel et Elodie. En fait, vous ne savez pas si vous allez revenir. Miguel. Oui, en fait, on est plus sur une conception de passer à une vie nomade. Le premier voyage donc, nous a permis de faire plein de découvertes et nous a surtout donné un déclic. On s'est rendu compte qu'une autre façon de vivre était possible et qu'on pouvait, nous, y trouver du plaisir, une harmonie. Donc on a envie aujourd'hui que cette vie, la mettre en place et pouvoir continuer pendant plusieurs années, voire quitte à s'installer dans un pays quelque temps et repartir. Mais on n'a plus envie d'être sédentaire, on n'a plus envie d'acquérir une maison et de respecter des horaires de travail. On envisage, on sait que c'est possible pour avoir rencontré des voyageurs qui le font et qui le vivent, donc on a envie de passer sur ce mode de vie-là. C'est-à-dire que il y a 6 ans, quand vous êtes revenu du premier périple d'il y a 6 ans, d'ailleurs vous étiez enceinte, vous accouchiez de Pablo à la fin du voyage, c'est ça ? Le fait de se réinstaller dans une vie entre guillemets normale, c'est-à-dire la nôtre, vous l'avez senti assez vite que ça allait pas le faire? Assez vite, non, parce qu'avec le projet de Pablo, voilà, donc, et puis au début aussi, on était hébergés, mais là on a mis un peu de temps avant de trouver une maison, de se réinvestir dedans, la rénover. Donc je dirais que c'est plutôt venu progressivement, parce qu'au début il y a l'euphorie aussi de retrouver tout le monde. On est parti 21 mois, on était super contents de retrouver les copains, la famille. Donc c'est venu plutôt progressivement dans la routine. On a vraiment un peu de mal avec ça. Quand la routine commence à s'installer, ça nous démange. En fait, on aime rouler aussi. Il y a vraiment le côté nomade et la route nous appelle. Donc, assez rapidement, on s'est dit, il va falloir mettre quelque chose en place et c'était pas possible. Voilà, on savait de toute façon qu'on repartirait, pas forcément dans combien de temps ni la durée vraiment du voyage, mais plus on a attendu, j'ai l'impression, et plus c'était devenu une évidence qu'on partait à durée indéterminée surtout. Tout requitter, ça serait pas encore juste pour 1 ou 2 ans, entre guillemets, parce que c'est quand même beaucoup de démarches et c'est pas rien. C'est pas rien. Donc voilà, on savait que ça serait pour du long terme, vraiment. Lola, tu crois que tu vas... Qu'est-ce que tu le fantasmes un peu ce voyage, et tu y penses, tu te dis tiens, j'aimerais faire ça, j'aimerais aller dans tel pays, qu'est-ce que... Alors en fait, en ce moment-là, tout me fait envie. N'importe quel pays, j'ai envie de le visiter. Ouais. Mais ce que j'ai surtout envie de faire, donc, c'est déjà réaliser mon rêve, et c'est de nager avec un dauphin. Ah. Et donc tu pars que pour ça? Non. Mais si tu as l'occasion de le faire, tu le feras. Parce que j'adore l'eau, en fait. Bon, ce qui me fait vraiment peur, c'est les requins, parce que vu que je regarde plein de films là-dessus, du coup, ça me fait de plus en plus peur. Mais j'ai hâte, par exemple, de plonger ou de nager avec des poissons, des dauphins et tout ça. Pablo, t'as envie de faire quoi pendant ce voyage? T'as envie de voir quoi? En fait, d'aller en Inde et de monter sur un éléphant et de voir un éléphant. Et de pouvoir le toucher aussi. C'est ça que tu as envie de faire? Oui, et moi aussi, en fait, j'ai peur des requins parce que Lola, un jour, j'étais dans un lac et je me baignais tranquillement et tout. Et Lola, elle m'a fait trop peur parce qu'elle disait qu'il y avait un requin derrière moi. Elle t'a fait croire qu'il y avait un requin? Ouais, mais t'es pas obligé de voir un requin, tu verras peut-être pas de requin. J'ai trop peur. Est-ce que le fait que vous partiez pendant les vacances scolaires, c'était décidé ainsi, le fait de ne pas forcément partir en fait, pendant on a fait un premier essai là, pendant l'hiver, octobre, novembre, décembre. On a fait Espagne, Portugal et Maroc. C'est un deuxième départ. Voilà. Et en fait, on a discuté avec les enfants et eux souhaitaient reprendre l'école pour le mois qu'on venait ici pour faire un peu de la préparation finale du voyage. Et ils souhaitaient vraiment retourner à l'école.
Donc on s'est dit plutôt de les extraire après de l'école, où ça serait peut-être une séparation difficile, de conjuguer avec les vacances scolaires, c'était peut-être pas plus mal pour l'enfant. Comme ça, comme tous les copains quittent l'école aussi pour partir en vacances, la séparation sera peut-être un peu moins difficile. Et les copains, ils disent quoi? Ils disent que vous avez de la chance ou pas? Lola, oui, vas-y. Moi, tous les copains, ils sont un peu jaloux et ils pensent tous que, un peu que je me prends de haut et tout ça. Ah ouais? Donc en vrai, ils sont pas très très contents. Je pense qu'ils sont surtout très jaloux que je parte et qu'ils restent en Vendée Je pense que au tu as de la collège. chance de le faire. Ouais. Et Pablo, Et en fait, qu'est-ce qu'ils te disent tes copains? Ou tes copines, hein? mais ils disent rien et en fait on parle juste de mon camping-car. Ah ouais, c'est le camping-car. Oui, on parle juste de mon chien, du globe, D'accord. plein de choses comme ça. Eh bien écoute, on va terminer cette première partie. Si vous voulez rester les enfants, vous pouvez. De toute façon, le plateau, il est à vous. Et puis de toute façon, tu parles du camping-car, mais dans la deuxième partie, on va voir le camping-car aussi, parce qu'il est juste garé là. Il est juste garé, donc on va aller voir les images. On se retrouve juste après une courte pause avec la famille Saint-Augustin. Dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée à la famille Saint-Augustin qui part dimanche prochain faire un tour du monde, du moins qui part en camping-car. Voilà, ils partent en camping-car. Et nous sommes en compagnie de Miguel et d'Élodie. On a libéré Lola et Pablo, on les a libérés. Évidemment, vous allez les retrouver tout à l'heure. D'ici quelques instants, la chronique, la première partie de la chronique de Jean. Miguel et Élodie, est-ce que la vie nomade est votre vie normale ? Nous, on dit que c'est la vie sédentaire, mais en fait... On espère qu'elle va devenir notre vie normale. Pour l'avoir expérimenté un petit peu, on est presque quasiment sûr. Après, ça va être aussi un nouveau voyage. Il y a un enfant de plus, il y a l'école à gérer, ce qui n'est pas une moindre affaire. Donc le rythme ne va pas être le même. C'est vous qui allez faire l'éducation? Oui, du coup, on alterne l'un et l'autre. Donc au départ, Élodie pensait être plus l'institutrice et moi le mécanicien et le chauffeur de l'aventure. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi que je participe à la scolarité et pour pouvoir laisser des temps de repos à Élodie. Parce que faire l'école 5 ou 6 jours par semaine, à un moment donné, c'est pas gérable pour elle. Du pédiatre, est-ce qu'ils ont raison de faire ça, Michel? Je pense qu'il faut essayer. Ouais, il faut essayer, c'est ça. Par expérience, c'est pas très facile d'avoir la double casquette. Hein. Non, c'est compliqué. Et d'être le parent et l'enseignant en même temps, il y a beaucoup d'institutrices qui connaissent le problème. C'est pas simple du tout. C'est pour ça que de se le partager, parce que moi, toute seule au début, on a expérimenté justement, et je trouvais ça trop lourd à gérer, et pourtant on n'a que 2 enfants, on connaît des familles qui le font avec 4 enfants, on est très admiratifs, mais effectivement, le fait qu'on alterne et de se partager les matinées pour avoir une matinée seule aussi, c'est important dans le rythme de vie nomade, de se dire tiens, un matin, je suis toute seule et je m'en vais faire un footing et je vis un petit moment pour moi. Je rebondis sur ce que vous dites, le camping-car, et on va voir les images du camping-car, mais le camping-car, il y a quand même une notion de proximité qui est quand même assez grande à 4. Alors ça, c'est le camping-car, il est sur le parking de TV Vendée, il est juste devant les studios, il est vachement beau. Mais c'est pas un camping-car standard. Non, en fait, c'est un camping-car qui a été réalisé par une personne qui voulait partir en voyage aussi au long cours et qui ne trouvait pas le véhicule de ses rêves. C'est-à-dire qu'il voulait un véhicule 4x4 mais confortable pour une famille. D'accord. Et à force de ne pas trouver le véhicule, il a décidé de le fabriquer lui. Donc, il l'a fabriqué. Il l'a fabriqué, il a mis 2 ans et demi pour le fabriquer. Il voulait le garder pour une vingtaine d'années, mais sa femme ayant trouvé une opportunité au Canada, il n'a pas pu rentrer le véhicule au Canada, donc il nous l'a vendu. D'accord, donc ça c'est des images qu'on a évidemment, parce que là il y a Miguel là sur le plateau et Miguel sur les images, on a fait ça juste avant d'arriver dans le studio. Donc ça c'est le coin, donc il y a vraiment cette notion de promiscuité, de gérer ça, le fait que vous soyez tout le temps tous les 4, ça doit pas être évident. Vous en avez... Un camping-car c'est pour vivre dehors en fait, normalement on se sert du camping-car que pour dormir, manger à l'abri quand il y a des intempéries, et puis autrement le reste du temps c'est pour profiter au maximum de l'extérieur. Donc c'est vrai que si le mauvais temps se met de la partie, ça peut être assez compliqué. C'est là que ça devient compliqué, voilà. C'est là qu'il faut mettre une autre communication dans la famille, une autre communication dans le couple pour arriver à surmonter ces petites épreuves, on va dire, et puis surtout être toujours très à l'écoute on va dire entre parenthèses, du plus souffrant.
c'est-à-dire se mettre toujours à l'écoute du plus souffrant, de celui qui exprime le plus de besoins, que ce soit un besoin Voilà. de liberté, un besoin d'intimité, un besoin D'accord. D'être à l'écoute surtout. Oui. Si par exemple, ah oui, c'est génial, hein. Oui, ça, Vous n'avez c'est- pas voilà. vu, c'est génial. Notre chambre à nous. Donc ça, le lit est en haut, Voilà. donc il Ça, c'est pour descend, nous. donc ce qui permet de gagner de la place. Voilà, ça Exactement. permet d'optimiser le véhicule et c'est Oui, surtout aussi bien pensé. un avantage, c'est d'avoir des lits permanents. C'est un peu difficile de voyager si chaque jour on a besoin de refaire son lit. Replier. C'est une contrainte qui à la longue, sur des vacances, c'est pas gênant, mais sur un voyage au long cours, ça peut être assez pénible. Et en plus, si quelqu'un peut être malade, ça veut dire qu'on peut au moins le laisser se reposer et tranquillement. D'accord. Si par exemple, Élodie dit aujourd'hui j'en peux plus, on s'arrête. On s'arrête, du moins on s'arrête dans un endroit. Est-ce que c'est... Comment ça se passe? Vous prenez la décision tous les 4? Alors, Comment ça se voilà, passe au niveau de la c'est là qu'il faut décision inventer une nouvelle communication C'est par ça. rapport à une vie sédentaire. Il faut être à l'écoute les uns des autres et être capable de communiquer et être capable aussi d'entendre ce qu'on va vous dire. Parce que si un enfant vous fait un reproche, quel qu'il soit, il faut être capable de se remettre en cause et de se dire s'il me le dit, c'est pas que moi je suis l'adulte et puis j'ai raison et point barre. Il faut être capable de l'entendre. Après, sur les bivouacs le soir, on a un système de fonctionnement où quand on arrive sur un bivouac, en général, on demande aux locaux si c'est sécurisé, s'il n'y a pas de danger. On demande aussi à la famille, on se consulte si ça nous plaît les uns comme les autres. Les enfants, des fois, veulent une rivière pour jouer, veulent une plage ou ainsi de suite. On essaie de jongler. Et si un a un doute, ou s'il dit « ouais, je le sens pas », on n'insiste pas. D'accord. On écoute vraiment les... Voilà, On file son chemin écoute et on notre cherche ressenti et ailleurs. on cherche ailleurs. Voilà. Le fait, vous disiez que le camping-car incite à vivre à l'extérieur, évidemment, forcément. Est-ce que c'est pour ça que vous allez suivre le beau temps? Oui, voilà. Donc nous, voilà. Principalement. On est passionné du beau temps, on sait Ouais. qu'on adore plutôt le printemps et l'été, donc Ouais. c'est des choses qu'on va essayer de faire pour essaye. pouvoir le vivre au mieux le voyage aussi. Hein, Donc vous allez commencer par quel pays? Alors là, on va partir on va commencer par aller en Italie et d'Italie, on va remonter avec le printemps tranquillement jusqu'en Scandinavie, en passant par l'Autriche, la Tchéquie, la Pologne, l'Allemagne, Danemark, Suède, Finlande, Norvège, et après on va passer un petit peu par la Russie pour rejoindre soit la Turquie, soit l'Iran par les pays en stand, afin de passer l'hiver prochain à Oman et aux Émirats. Au chaud, bien sûr, pour pouvoir profiter de la plage. Et puis après, il est difficile de programmer plus d'1 an en fait de voyage. Après, vous verrez. Oui, Voilà, ça c'est le parce que- programme de l'année, on va dire. Après, Déjà pas mal. voilà. Après, il y a trop d'incertitudes pour programmer après. Voilà, quoi. entre la géopolitique et puis Oui, il y a ça aussi, bien sûr. et nos envies aussi, parce Il y a que bien ça aussi. d'Oman après on a plusieurs possibilités, soit partir sur l'Inde et l'Asie du Sud-Est, soit partir sur l'Australie ou soit partir sur l'Afrique. On va en reparler évidemment de ce périple et surtout de vos choix que vous avez fait pour préparer aussi le voyage, parce que ça, apparemment vous l'avez aussi très bien préparé. D'abord, on va faire un point objet avec Jean Reynaud. C'est la plus grande chance. Oui, c'est bien qu'ils soient tous les deux d'accord sur la façon de voyager. Oui, oui, c'est essentiel. Jean Reynaud, Je voudrais vous parler, pour commencer, de Philippe Morel. il va bien? Je pense qu'il va bien et il a fait une œuvre qui va apparaître sur l'écran maintenant. C'est un visage en terre cuite. Oh bah c'est pas vous. Là, vous le Ah, voyez, pardon. vous le voyez, là, il est beau. Ah oui, d'accord, c'est pas Voilà. du tout. D'accord. Et je pardon. démarre là-dessus pour vous montrer Très cette joli. œuvre, C'est qui très est joli. une œuvre personnelle que j'ai faite quand j'avais 17 ans. C'est vrai ça. Mais je ne l'ai pas sculptée, je l'ai moulée. Et c'est un contre-moulage. C'est vous? Je me suis fait un moule en plâtre. J'ai contre-moulé, c'est de la terre crue et elle est en mauvais état. Donc ça c'est vous jeune. Voilà, c'est moi jeune. J'ai changé, n'est-ce pas? On ne me reconnaît pas. Et je me suis ouvert les yeux parce qu'évidemment, dans le plâtre, c'était un peu fermé. Je me suis débouché les narines et voilà. D'accord. C'est le dernier moulage que j'ai fait. Le suivant, j'ai eu de très gros problèmes Qu'est-ce parce qui s'est passé? que tout est resté bloqué dedans. Je vous raconterai ça un autre jour. Je peux pas vous en parler. Ça a été tragique. C'est vrai? Mais je voudrais vous avez parler encore des traces sur le côté. d'un de mes amis qui est là, c'est décédé. Il était peintre assez renommé dans l'Est de la France. Et lorsqu'il a fait ses études aux Beaux-Arts de Paris, pour se faire un peu d'argent, il faisait des moulages, des masques funéraires. Ah oui. Il faisait voilà. Et un jour, il s'est retrouvé avec le même problème que j'ai eu. On lui a demandé de faire le moulage du visage d'un petit grand-père qui venait de décéder. Il n'a pas fait attention, il n'a pas graissé suffisamment le visage. Il faut graisser parce que les poils, les sourcils, les cils restent dedans. D'accord. Et le pépé, qui avait souffert déjà depuis quelque temps, n'était pas très bien rasé. Heureusement, m'a-t-il dit, la famille n'était pas là pour voir, parce qu'une fois que le plâtre a été sec, il a dû se mettre à cheval sur le petit vieux pour lui arracher le masque. Ce qu'il a réussi à faire, parce qu'il était musclé, et il l'a totalement épilé. Il a fait un maillot. Ouais, il a fait le maillot. Non, mais Michel. Merci, Michel. Il a tu fait le m'aides maillot bien. du visage. Voilà, et
il m'a dit, après, ça a été assez bizarre, parce qu'il a coulé en cire à l'intérieur. Ensuite, il a dû dissoudre le plâtre parce qu'il est resté accroché avec ses poils. Et il m'a dit, c'était la première fois que j'avais un masque mortuaire barbu. Et il a pris son rasoir, et il a rasé le masque mortuaire. C'est pas drôle. Non. Mais c'est qui ce petit vieux monsieur Je ne sais pas, il est mort et enterré depuis longtemps. Mais j'ai une pensée émue pour le pépé. Bah oui, et le masque est où maintenant? Le masque, il est resté dans la famille et la famille était très heureuse du résultat qui était très près de la vérité. Vous m'étonnez, évidemment. Heureusement qu'ils n'ont pas vu mon copain à cheval avec un genou sur le ventre en train de lui arracher le masque. Voilà ce que je voulais vous raconter. Alors ça, c'est une très jolie histoire. N'est-ce pas? Mais je suis très impressionnée de votre visage. Oui, je me suis fait à l'époque un autoportrait de moi-même. Il y a un petit côté narcissique quand même. Hein. Et j'aimais bien. Et j'aurais dû vous l'amener parce que là, vous auriez vu que, contrairement à ce que toute ma famille dit, cet autoportrait était assez près de la réalité. Merci, j'en sais bien parce que vous allez avoir des histoires à raconter, vous allez pouvoir. Mais je suis contente que Pablo et Lola soient plus sur le plateau. Je suis contente, Jean. Merci. On voit la suite tout à l'heure, Jean ? Bien sûr. On va revenir à ce tour du monde en camping-car avec la famille Saint-Augustin et avec Miguel et Elodie, bien sûr. Pourquoi le camping-car ? Vous auriez pu faire autre chose. Alors en fait, moi j'aurais voulu faire un petit tour du monde en vélo. En fait, je suis assez sportif et j'aime un peu le côté aventure et côté défi. Sauf qu'Elodie n'a pas cette vision-là du voyage. Et imposer cette contrainte sac à dos ou vélo aux enfants, ça me paraissait un peu compliqué. Ouais. Parce que je pense que là, je pense que le voyage en lui-même, on impose quand même quelque chose de différent. Il faut gérer tous les chamboulements que ça peut leur créer. Et le côté effort physique en plus, je ne sais pas si on aurait réussi à le gérer et si les enfants l'auraient supporté. Ouais. Et l'avantage du camping-car, c'est qu'on est autonome et on peut se déplacer au souhait et on est protégé aussi. Ouais, vous portez votre maison sur le dos, en fait. Oui, non, mais pour les enfants, franchement... T'as essayé de poser la question quand même à Lola. Ah oui, vous avez quand même essayé, Miguel. Oui. C'est pour ça que la réponse, on l'a eu un peu quand même. Lola, ça a été catégorique. Non. Non, merci. Pas de vélo. Voilà. Non, elle aime pas Parce le vélo. qu'il y a la notion d'effort. La notion d'effort, pour elle, ça lui parlait pas. Il y a aussi le côté rassurant du camping-car. Voilà, ils ont leur chambre, ils ont leur petit espace. On n'a pas... on peut stocker un peu de nourriture. On n'a pas tous les jours à chercher comment faire à manger ou dormir. On a l'emplacement, mais on a quand même une habitude de maison qu'on retrouve. Donc ça, c'est pour eux... Moi, ça me semblait essentiel pour moi aussi. Mais les ils enfants ont leur aussi. repère en fait. Ils ont quand même leur chambre avec leurs jouets. Ils gardent quand même un certain repère qui est important. Et puis une fois que la porte du camping-car est fermée, on est vraiment chez nous. Ça nous est arrivé sur le premier voyage, regarder une vidéo ou un film le soir tranquillement en famille et d'ouvrir la porte et de plus savoir dans quel pays on était. Donc, parce qu'on redevient dans notre petit cocon familial. Donc ça, c'est ce qui nous a plu dans ce camping-car. Et c'est une façon de recréer, ou je ne sais pas si c'est recréer, mais de créer des liens familiaux plus lents, plus ouverts. Tout à fait. On a envie alors, je suis toujours prudent quand je parle parce que c'est ce que nous sentons nous. Je veux dire, c'est votre expérience. On n'a pas le savoir, on n'est pas des mécènes, mais c'est vrai que nous on avait envie de prendre un peu plus le rythme. Moi, au retour du premier voyage, le plus difficile qui était pour moi, c'est de réveiller Lola le matin d'aller à l'école et les premiers mots c'était dépêche-toi. Et c'est quelque chose qui a résonné dans ma tête en me disant mais c'est pas possible d'inculquer ça à ses enfants. Je veux dire, la vie, elle est faite pour être vécue, mais à un rythme humain. Et aujourd'hui, on trouve que la société, et c'est notre regard, là, seul notre regard, très vite. C'est que voilà, tout va trop vite, trop et très vite. Quand on est entré, là, on a fait un petit tour, on est parti 3 mois. Quand on est entré, la publicité à la télé, il passait à une vitesse phénoménale. Je comprenais même pas ce qu'il disait. Donc voilà. Et on a envie de prendre le rythme et aussi d'être plus en accord avec la nature. C'est-à-dire que le matin, on se lève avec le soleil, on se couche avec le soleil, et puis on est plus à profiter de la nature. Lola, qui est adolescente, qu'on a vu dans la première partie, qui a 12 ans, je suppose que elle est liée, elle a sa chaîne YouTube, etc. Il y a le côté réseaux sociaux, il y a le côté les copains, etc. Ce qui est un autre rythme, là, qui est vraiment un rythme beaucoup plus rapide. Est-ce qu'elle a intégré ça, le fait que vous vouliez lui inculquer, peut-être le fait de faire un peu plus attention à son environnement ? Oui. Alors, parce que c'est pas récent, c'est pas que là en partant en camping-car, c'est que nous, on a déjà ce mode de vie un peu différent. Elle le dit qu'elle se sent un peu différente des copains-copines. Elle l'a dit tout à l'heure par rapport à ses copines. Exactement, mais c'était déjà le cas ces dernières années en fait. Quand on est rentré de notre premier voyage, par exemple, on n'a pas repris la télé, ça c'était une évidence pour nous, on remettait pas la télé dans la maison. Et les écrans chez nous, ça a toujours été très limité. Donc elle a le droit, bien sûr, comme tous les enfants, d'aller sur Internet et d'aller sur la tablette, mais on est très vigilant là-dessus. Donc pour elle, contrairement
effectivement, aux autres enfants de 12 ans, elle nous dit, tout, à 12 ans, on a un portable, à 12 ans, voilà. Et nous, non, on essaye quand même encore de freiner ça. Donc, elle sent qu'elle est différente, mais elle a l'air quand même vraiment en accord avec ça aussi, parce qu'elle a tellement vu de belles choses à l'extérieur de tous ces écrans, qu'elle sait aussi le temps qu'on y perd, parce qu'il y a des bonnes choses, je dis pas, mais effectivement, c'est quand même chronophage, et elle voit le temps qu'on peut passer, et alors qu'on peut faire plein de belles choses à l'extérieur, en famille, avec d'autres amis. Et Lola est très créatrice, donc elle s'est rendue compte aussi que le fait de ne pas utiliser l'écran, ça lui permettait de faire de se nourrir d'autres choses. De faire de belles réalisations, de faire des rencontres. Et alors, parfois, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais parfois elle reconnaît que c'est une bonne chose de ne pas avoir d'écran et qu'on la limite. Donc, question budget, parlons sous. Vous avez un budget, forcément, il a fallu acheter le camping-car, il a fallu... Vous savez, par exemple, combien ça vous coûte sur un mois, par exemple? Alors, sur le premier voyage, on était sur une base de 1000 à 1100 euros. Là, on part sur une base de 1000 pour 4 le premier voyage, avec 3 avec Lola, par mois. Ce qu'on a tout compris, par contre. Quand on dit par mois, c'est tout L'essence, compris. Et gasoil, les frais d'avion, les frais de bateau. Et là, on part sur une moyenne d'à peu près de 1300 par mois pour 4. Sans l'achat du camping-car, le budget véhicule. D'accord. Le camping-car a coûté combien? Alors là, on a un camping-car qu'on a acheté 24 000 euros et on a mis à peu près 8 000 à 9 000 euros de frais dedans pour le remettre vraiment en état, pour faire une révision complète, on met des maximum de chances de notre côté pour ne pas être embêté. Mais après, on peut voyager avec des véhicules à beaucoup moins cher. Nous, ou beaucoup plus. On a vu du camion à 760 000 euros jusqu'au véhicule à 5 000 euros ou même moins. Mais donc là, c'est 1 300 euros pour 4 personnes. Avec un chien par mois, c'est pas énorme. Enfin, je trouve que ça veut dire que tout est très calculé. Et est-ce qu'au bout d'un moment, il va peut-être falloir travailler? Alors voilà, on a une cagnotte qui va nous permettre de tenir. Si on est en mode vacances, on va pouvoir tenir 3 ans et demi. Si après on veut tenir plus longtemps, il va falloir travailler. Donc ça va être aussi une aventure dans l'aventure. Essayer de trouver des petits boulots, essayer de voir, quitte à faire de l'artisanat, quitte peut-être aussi à s'installer dans un pays quelque temps pour lancer une affaire. À voir, là, ça va être aussi une aventure dans l'aventure. Vous n'avez pas de limite. C'est-à-dire que vous voyez en fonction de ce que vous allez découvrir. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'ouvrir l'éventail. C'est-à-dire que tout est possible aujourd'hui. Et pour avoir rencontré des voyageurs qui, eux, sont partis avec une voiture de 1928 il y a 17 ans et qui voyagent toujours encore et qui ont fait 4 enfants le long de la route, on se rend compte que tout est possible. Oui, il y a de plus en plus, on va en parler parce qu'il y a de plus en plus de familles qui partent en camping-car. Ça vous intéresse, Jean? Vous partiriez bien comme ça? Trop tard. Je ne suis pas d'accord. Nous avons rencontré un monsieur et une dame. Lui a 82 ans, elle a 78 ans. Ils font le tour du monde avec une Diane. Donc tout est possible. Ça stresse. C'est la fin de cette vidéo. Alors attendez, vous gardez votre question, parce qu'elle est hyper intelligente. Vous la gardez et vous la posez en début de troisième partie, parce que c'est déjà la fin de la deuxième partie. On est coupé là? Non, pas maintenant. Maintenant, là, on est coupé. Ça va être enlevé. Ouais, ça va être enlevé. Retour dans la troisième partie de cette grande émission où Pablo est revenu voir maman pour voir. Tu veux rester avec nous ou pas? Est-ce que tu veux rester avec nous? C'était juste pour faire un coucou. Ah bah tu fais un coucou. Est-ce que tu veux repartir, faire un bisou à maman puis tu repars après? Oui. C'est génial. C'est tout. Et papa il a pas le droit au bisou? Si. Oh si. Et moi est-ce que j'ai le droit au bisou, Pablo? Oui. Ah voilà. J'ai le droit? Oui. Moi, je passe mon temps. À tout à l'heure? Voilà, c'est comme à la maison, c'est en famille. Donc voilà. D'ici quelques instants, la fin de la chronique de Michel, la fin de la chronique de Jean Reno. Et on est évidemment, comme vous avez pu le constater, on est avec la famille Saint-Augustin qui part dimanche prochain pour un tour du monde en camping-car. Le camping-car, on l'a vu tout à l'heure, il est garé juste sur le parking de TV Vendée. Un camping-car bien aménagé, on en a parlé. Et Jean, vous aviez une question intelligente à poser. Merci. Êtes-vous armé? Eh bien, non, nous ne sommes pas armés. Mais il y a la notion de la sécurité, voilà. C'est la question de la sécurité. La notion de sécurité est importante, bien sûr. Alors, on n'est pas armé parce qu'il y a déjà le problème des passages de douane, où là, il faudrait des documents éventuellement et ça peut se compliquer et ça peut se retourner contre nous dans le sens où on pourrait être emprisonné directement. Et le problème d'une arme, c'est que vous aurez tendance à vouloir en faire usage. Donc, si vous êtes braqué par quelqu'un et que vous n'avez pas d'arme, il va tout vous prendre, mais souvent vous laissez la vie sauve.
Et ce n'est que du matériel. Si vous avez une arme, ça peut partir et déraper très rapidement, d'où le danger. Avec des enfants en plus dans le En plus, camping-car. avec des enfants, voilà, voilà. Donc, on non, s'est non. même pas posé la aucune, question 10 secondes. Mais la question de la sécurité, est-ce que par exemple, nous on a eu un chroniqueur par exemple, Frédéric Lepron, qui a fait ce qu'il appelle son Africa Trike, donc il est parti en trike, en vélo couché faire le tour de l'Afrique. C'était pas du sport, c'était une aventure aussi un petit peu dans ce que vous faites. Il était en relation avec les ambassades par exemple, au cas où. Est-ce que vous, c'est une question que vous vous êtes posée? Pour avoir une expérience au Soudan où on a été s'enregistrer à l'ambassade, où la réponse a été vous êtes venu tout seul, on ne vous a pas demandé de venir, si vous êtes venu tout seul, sachez vous débrouiller tout seul. Donc je pense que voilà, là-dessus, ça dépend après peut-être des officiers sur lesquels on peut tomber, ça dépend peut-être de l'ambassade, mais c'est la réponse qu'on a eue. Donc, voilà. Si on sait qu'il y a des soucis dans les zones où on doit passer, on va le faire, mais déjà on va éviter en général d'aller dans les pays où vraiment il y a des soucis. Donc c'est pas systématique qu'on va aller se déclarer à l'ambassade, pas forcément en fait. Vous êtes plus en mode touriste pour l'instant? Oui. On est vraiment dans ce mode-là. C'est du tourisme, pour nous c'est du voyage, mais c'est vrai que les ambassades, ils ne s'intéressent pas de gens comme nous. Quoi. D'accord, non, c'est une question sur mais c'est une question à se poser. Sur le plateau, il y a la mascotte, c'est votre mascotte, ça? Oui, voilà, oui. Il s'appelle comment? Bouboule. C'est Bouboule. Donc il y a Voyou, le vrai chien, qui est d'ailleurs dans le camping-car là. Et il y a Bouboule. Et Bouboule, c'est notre petit porte-bonheur et on prend des photos dans tous les pays. C'est ça. Et voilà, on essaye un peu comme Amélie Poulain avec le nain. Voilà. Et on s'amuse à faire deviner aux copains restés en France, mais où est Bouboule en fait, voilà, ils essayent de deviner le monument qui est derrière. Et voilà. Donc ça veut dire que vous ne le faites pas que pour vous, c'est-à-dire que vous allez communiquer sur votre aventure. Et vous allez le faire par le biais du blog, c'est ça? C'est important d'ouvrir ça aux autres? Alors au départ, sur le premier voyage, on n'y avait pas pensé spécialement. On avait fait un blog pour la famille essentiellement et les amis, et ça a pris une ampleur où les collègues de travail, les amis des collègues de travail et les gens qui avaient connaissance de notre voyage venaient sur le blog et étaient avides d'informations, avides d'images, voilà. Et d'avoir de vos nouvelles. Voilà, c'est ça. Et quand on a préparé le deuxième voyage, mes collègues, moi, m'ont tout de suite dit, non, Miguel, il faut absolument un blog, et les gens ont été demandeurs d'un livre et à nouveau de refaire un blog pour nous suivre. Parce que, et ça fait partie aussi de notre conception, faire ça pour soi, non, je vois pas l'intérêt. Par contre, pour le partager, là, c'est une grande richesse, oui. Le livre, il s'appelle Sans souci. Oui. C'est le récit de ce que vous avez vécu il y a 6 ans. Oui. Il y a l'idée de faire un deuxième bouquin potentiel, vous ne savez pas? On nous a déjà interpellés hier, on faisait une petite conférence, et hier on nous a interpellés en disant j'espère que vous ferez un livre pour le second voyage. Ouais. C'est trop tôt encore, effectivement, on n'est pas du tout dans le... Voilà, mais on est vraiment porté par les gens en fait, hein. On sent une espèce de dynamique qui se met en place, et les gens sont demandeurs, nous sollicitent, nous encouragent, nous félicitent. Ça nous interpelle un petit peu, parce que nous, on n'a pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire, on a simplement l'impression de vivre notre rêve. Et les gens, nous portent, nous poussent à le partager, surtout. Ils sont contents à chaque fois. Enfin, tout ce et c'est super pour nous, parce qu'on prend beaucoup de plaisir à le partager aussi. Mais quand on voit tous les remerciements qu'on a sans arrêt de montrer nos diaporamas quand on est dans des petites salles, et de passer du temps à expliquer le projet et tout, c'est extra, parce que nous, on prend beaucoup de plaisir. Les gens aussi, ils nous remercient d'être là. Et pour nous, c'est peut-être une façon aussi pour nous de vivre ça par procuration. Par procuration, c'est ce que nous disent la plupart. Voilà, souvent, c'est les personnes nous disent moi, j'aimerais bien, mais pour l'instant, ou c'est trop tard, ou plus tard, et du coup de le faire partager comme ça, ils voient nos images, ils sont contents, et ils attendent nos récits avec impatience, donc on va continuer dans cette même lancée, à faire nos petits récits sur le site. On vous encourage d'ailleurs à le faire. Michel, sans aucune transition, la libido après l'accouchement, pardon Élodie. Donc on a vu pourquoi ça arrive. Alors pourquoi ça arrive? Ça arrive forcément ou ça arrive? Non, bien sûr que non. D'accord. Non. D'accord. Il y a ce passage à vide du début, après l'accouchement, mais beaucoup de gens retombent sur leur pattes. Alors, pourquoi ça arrive? Ça veut dire quoi? Alors, on accuse l'accouchement, mais je pense que ce qui se produit lorsqu'un enfant arrive, c'est la modification de l'économie du couple. Au départ, on a une page blanche, tout est possible, tout est permis. Ouais. Que ce soit un coup de foudre ou pas un coup de foudre, on s'en fiche. Et puis l'arrivée de l'enfant va amener un élément
un peu une pierre dans la chaussure. Là. Perturbateur un peu. Perturbateur. Même si l'enfant est désiré. Hein. Bien sûr, même si l'enfant est désiré. Mais on n'est plus 2, on est 3. Et on a l'impression que la belle page blanche qu'on avait au début, on ne peut pas la tourner aussi facilement. Oui. Moi, je vous admire de pouvoir tourner les pages comme ça. Mais il doit y avoir une recherche de page blanche dans votre affaire aussi. On va essayer. Alors, plutôt que des grands discours, je crois qu'il faut rappeler un film qui s'appelait La route de Madison. Il s'appelle toujours La route de Madison. Sur la route de Madison avec Meryl Streep et Clint Eastwood. Et on a les deux. On a exactement l'illustration de ce qui se passe. On rappelle juste que c'est... Francesca est mariée à des grands-enfants. Elle est mariée à un fermier dans un état du centre de l'Amérique. Et passe un artiste, un photographe, qui est Clint Eastwood. Comment résister à Clint Eastwood? Alors ça, c'est la bonne question. Comment résister à Clint Eastwood? Un peu malgré elle a un coup de foudre pour le Robert en question. Et rappelez-vous, le signe de ralliement, quand elle sent qu'elle peut refaire sa vie avec Robert, elle met une page blanche sur les ponts qu'il est en train de photographier. Et on va voir l'amour de Robert et de Francesca qui va évoluer. Et à la fin, va se poser le problème, est-ce que je continue ma page tournée depuis longtemps avec mes enfants, mon mari qui me rend heureux, mais c'est un peu triste, c'est un peu ennuyeux, ou est-ce que, allez, on commence une nouvelle aventure. C'est la fameuse scène de la poignée dans la voiture. Sous la pluie. Enfin, bon, on ne va pas dévoiler la fin du film pour les gens qui ne l'ont pas vu, mais c'était à peu près ça. C'est-à-dire que... D'accord, il y a 2 chemins, quoi. Voilà, à 6 mois, l'enfant à 6 mois, qu'est-ce qu'on fait? On continue comme avant, pourquoi pas? D'ailleurs, dans le film, on voit très bien que Francesca n'a pas pris le deuxième chemin. N'a pas rompu avec son mari. Non. Et quand le mari meurt, il va sur son lit de mort, il va s'excuser de ne pas l'avoir rendue heureuse, et elle est franchement malheureuse, celle-là, à ce moment-là. C'est-à-dire que cette page qu'on tourne, là, c'est quelque chose, on a un choix. On a un choix à faire. On a un choix, et ce qui fait qu'il y a un certain nombre de couples qui vont se désunir à l'arrivée après le mariage en particulier. Ils ont eu 2 enfants, puis un jour ils se disent on va se marier. Toc, ils tournent une page. Et 1 an après, ils divorcent. D'accord. C'est-à-dire qu'on est là, la page n'était plus tournable. D'accord. Ça pose la question, après on n'a plus trop le temps, mais ça pose la question de l'amour conjugal. Qu'est-ce que c'est? Voilà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'amour physique? Est-ce que c'est ce que vous avez appelé la libido? Ou alors est-ce que c'est la tendresse? Rappelez-vous, là encore un film merveilleux qui est La femme du boulanger, où le Rému dit à un moment à son Aurélie, et la tendresse. Qu'est-ce que tu en fais de la tendresse? J'aime bien quand vous finissez vos chroniques là-dessus. J'aime bien Pagnol. Ouais, c'est très bon. Merci beaucoup, Michel, d'avoir parlé de libido. Pas souvent, hein. C'est pas souvent, dis donc. Jean Reno, sans aucune transition, quoique j'en sais rien, c'est à vous maintenant. Oui. Suite de votre chronique. Gainsbourg disait « L'amour physique est sans issue ». Oui, avec Jane Birkin. N'est-ce pas? Voilà. Alors, je voudrais vous présenter des choses un peu curieuses. D'accord. La première photo représente, dès qu'on va nous la montrer, une chapelle italienne qui est décorée d'ossements de catacombes. Est-ce que par hasard, comme ils partent en Italie... Donnez l'adresse. Miguel, exactement. Est-ce que Miguel et Elodie pourraient avoir J'ai pas l'adresse, non, mais je peux la retrouver. Voilà, on va aller voir ça. On devait y avoir un numéro de téléphone, tous ces gens-là. Pronto. C'est joli, hein? C'est très joli. Je trouve que les religions ont quand même des drôles d'idées, quand il n'y a rien à foutre. Allez, ligne. En deuxième photo, je voudrais vous montrer ça. C'est Don Quichotte. On parlait l'autre jour d'œuvres qui valent une fortune, qui valent ça. Oui, et ça, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. On ne sait pas qui a fait ça. C'est un cavalier, c'est une sculpture végétale sur une plage. Ah, c'est une sculpture végétale? Oui, c'est des branches, c'est des choses comme ça. On dirait Don Quichotte. Ça a dû être embarqué par la première grande marée ou la première tempête. C'est une œuvre d'art. C'est gratuit, moi je trouve ça très beau. C'est très très beau. J'adore. On dirait un chevalier de l'Apocalypse aussi. Voilà, merci. En troisième, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un... Alors attendez, je vois pas tout, mais c'est un mur végétal. Non, c'est des arbres. C'est un mur végétal. C'est peint par Klimt. Oh, c'est splendide. C'est pas une photo, c'est un tableau. Ah, j'ai cru que c'était une photo. Ne cherchez pas où est caché le... Mais alors Klimt, c'est plutôt dans les dorés d'habitude. Voilà, c'est des personnages dorés, des personnages... Super beau. Voilà, je voulais vous montrer ça parce qu'il n'a pas fait que des dames qui ont le cou cassé. Et qui s'appelle Adèle. Elle s'appelle Adèle. Et les féministes disent la femme au cou cassé parce que ça leur supporte assez mal. Alors, en quatrième photo, je voudrais vous montrer ça. Qu'est-ce donc? Ça, c'est beaucoup moins drôle. C'est le mémorial de l'Holocauste du camp de Schwerte en Allemagne.
Ils ont remplacé les travers de chemin de fer par des gens qui souffrent. Et c'est très très dur. Je trouve ça extraordinaire. C'est un rail de chemin de fer, on est d'accord. Hein. C'est d'une violence silencieuse extraordinaire. Les œuvres d'art peuvent vraiment traduire des sentiments fabuleux. Bien sûr. En cinquièmement, par contre, ça c'est moins drôle, c'est de Maurizio Cattelan. Maurizio Cattelan, ça s'appelle la 9e heure. On en a parlé lorsque c'était... C'est ce qu'on appelle une installation. On fait une préparation comme ça. Et ça représente donc, vous aurez traduit, Jean-Paul II, qui est renversé par une météorite. Je ne comprends pas le but de la manœuvre. Non, mais elle est très connue, cette image. C'est à signaler. D'accord. C'est d'un goût certain. Jean-Paul II, les Américains l'appellent GP2. C'est assez marrant. Oui, GP2. En sixièmement, du même Cattelan, je vous propose pourquoi vous nous montrez ça Hitler à genoux en prière. Et pourquoi vous nous montrez ça? Parce que ce sont des œuvres d'art. D'accord. Et on n'a rien à dire, il faut dire « Ah ». Ah, il n'y a rien à dire là-dessus. Autrement, on va se faire traiter de tous les noms. Vous n'avez plus trop le temps, Jean. Oui. Vous n'avez même plus Alors, le temps du tout. Je vous propose ça. Non, mais on ne termine pas sur Hitler, on est d'accord. Non, de Herbert James Draper, une petite fille dans une église regardant un vitrail. Ah, c'est joli, ça. C'est mignon, c'est ravissant, c'est très bien peint, c'est beau. D'accord. Et on va finir, je pense, par le 8e que vous aimez, c'est René Magritte, dans son atelier en 1964. Il peignait en costume, en cravate, et le bâton sert à poser la main pour ne pas, évidemment, écrabouiller la peinture et ne pas torcher le tableau. Voilà. Vous nous montrez ça, vous nous montrez ces œuvres-là. Oui. Pour quoi? Pour le plaisir. D'accord. Comme Herbert Léonard. L'art, c'est tout et n'importe quoi. En fait, oui. Enfin, aujourd'hui, on vous montre des choses que nous ne parlerons pas. Nous ne mentionnerons plus, qu'on a mentionné il y a 15 jours, et c'est de l'art. Bon, ah oui, le fameux plug anal. L'amour, c'est la vie, la vie, c'est l'art, donc voilà, alors youpi. Donc, ce sont des choses que j'aime montrer, c'est tout. Non, mais c'est intéressant de voir la diversité, et surtout ce qui nous touche, nous, et ce qui... Aujourd'hui, il faut dire j'aime ou j'aime pas. Exactement. Mais c'est difficile de dire c'est moche, parce que pourquoi dites-vous ça? Sur quoi vous basez pour dire ça? Il faut y arriver à ne pas dire c'est moche. Surtout quand on est commissaire-priseur, je suppose. Voilà. Ah, c'est un objet intéressant. Ou alors, quand quelqu'un n'est pas très beau, on dit il est rigolo. Oui, il est amusant. Voilà. Il est différent. Oui, merci Jean. On va terminer cette émission, évidemment, avec la famille Saint-Augustin. On est à J-4. C'est ça, tout à fait, oui. 3-4. On est anxieux, on est excité, on a envie de partir, on ne sait pas trop. Tout ça à la fois. Vous avez résumé sur tous ces sentiments, des doutes qui s'installent, on ne pensait pas, et on se lève ce matin en disant est-ce que j'ai pas fait la plus grosse connerie de ma vie? Oui, mais après, vous avez l'idée de le dire, de le formuler. Non, mais on a le vertige des fois, effectivement, quand on voit tout ça. Et puis on se dit quand même que dans notre pauvre vie miséreuse, on a réalisé nos rêves. Et moi, je pense que le message le plus important, c'est que l'être humain rêve à la hauteur de ses capacités. Donc n'ayons pas peur de nos rêves les uns et les autres, et on peut les réaliser. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et alors, dimanche. Dimanche, voilà. Je voudrais pas vous porter la poisse, mais je me dis... non, mais c'est pas ça, mais imaginons que Pablo ou Lola me disent j'ai envie de rentrer. Vous faites quoi? Et bien là, discussion familiale, et puis on part sur un autre projet, et surtout on écoute ce qu'il nous dit. On l'entend. On l'entend ce qu'il dit. Ah oui, non, c'est impossible pour nous, c'est pas concevable d'aller nous dans notre chemin en écartant les enfants ont vraiment leur mot à dire dans le projet. Ah ouais, non, mais complètement. Parce que sinon, de toute façon, ça sera pas vivable. Enfin, s'ils ont plus envie d'être avec nous ou de faire ce mode de vie-là, ils sauront nous le faire sentir. Et vu les caractères qu'ils ont tous les deux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Donc ils seront... Non, c'est alors après, voilà, il faut partir d'une analyse. Est-ce que c'est un ras-le-bol pour une raison particulière? Est-ce que ça dure une journée? Ou est-ce que c'est une heure de ras-le-bol? Et puis peut-être que c'est parce qu'il y a quelque chose à améliorer dans le voyage, à modifier. Mais si le ras-le-bol s'installe et la demande de dire j'en peux plus, je ne trouve pas mon compte, là oui, on changera le projet. Élodie, vous espérez quoi de ce... Alors je ne sais pas si je dois dire de cette nouvelle vie. Oui, parce que c'est pas un voyage finalement, parce que ce que j'espère, c'est justement ça, que tout le monde s'y retrouve et que ça puisse durer le plus longtemps possible. Moi, c'est vraiment réussir à être heureux dans ce mode de vie-là. Et donc, voilà, ça passe par toutes les rencontres de gens qu'on peut faire, parce que si on voyage, c'est pas que pour se retrouver nous quatre en famille, c'est pour voir plein de belles choses dans le monde, que ce soit des animaux, des paysages, mais aussi toutes les rencontres qu'on peut faire. Donc, réussir à ce qu'on s'épanouisse tous les quatre dans cette vie, là, c'est clairement ce que j'espère. Ça donne envie.
envie de partir. Michel, vous avez une dernière question, Une question juste bête, avant c'est de idiot. Est-ce que terminer. vous installerez une porte pour que votre adolescente la claque? Pas bête. Ils ont une porte. En fait, la règle dans leur lit, c'est ça, c'est rideau tiré égale porte fermée, parce qu'ils ont un rideau qui les sépare dans leur capucine. Donc la porte, c'est le rideau quand même. Elle tirera fort quand elle sera quand elle aura ouais, la main. Où je vous rejoins, c'est qu'il faut qu'on soit d'une extrême vigilance par rapport à l'adolescence. besoin. Et qu'on Oui, c'est puisse sûr. voilà, lui laisser son temps à elle, lui laisser ses moments à elle, et puis lui laisser... L'adolescence, c'est le moment où elle aura besoin de se séparer de vous. C'est Bien ça. sûr, donc là, il faudra qu'on soit... On emmène une tente. On a une petite tente de secondes. Ah, où elle pourra dormir à Exactement. l'extérieur. Elle nous a si- déjà fait la demande, là, par exemple, Ça, c'est bien. à Noël, elle voulait préparer des petits cadeaux secrètement. C'est difficile de faire des choses secrètement Ouais. dans un camping-car. Donc, on l'a installée pendant 2 jours. Elle avait son petit espace, elle a pu D'accord. créer ses choses. Donc, voilà, on trouvera forcément, quand le temps voulu, Des petits trucs, des petits trucs. Faut garder l'intimité de chacun aussi. Voilà, tout à fait. Juste pour vous dire, Miguel et Elodie tout à l'heure m'ont dit qu'il restait 2 places. C'est vrai. Ah bon? Si ça vous Bah ouais, intéresse. il reste 2 places dans Un le camping-car camping-car. 6 places. Non, mais je t'en prie. Et voilà. Donc, ne vous battez pas surtout, ne vous battez pas. En tout cas, on vous souhaite. Alors, tous les deux. vous partez tous les deux. Ouais, ouais. Bon, ben voilà, vous avez 2. C'est super. Vous allez vous marier. Vous avez été recruté par Merci à vous, On en vous tout cas. souhaite, oui, enfin, je vous souhaite pas un bon voyage, je vous souhaite une nouvelle vie, Merci. surtout. Merci. N'hésitez pas à nous envoyer aussi des images, je voulais vous le proposer, hein. N'hésitez pas à nous faire partager Oui, votre avec périple. grand plaisir. Ouais, ouais, tout à fait. Vraiment, je crois qu'on est beaucoup à vouloir être à votre place, vraiment. Profitez-en bien. Vous embrasserez Voyou, vous embrassez Pablo et Lola pour nous. En tout cas, on croise les doigts, mais je pense que vous avez déjà tout fait et vous nous avez donné envie de vous suivre, surtout. Merci. Voilà, Merci profitez-en beaucoup. bien. Et merci à tous ceux qui nous Ne suivent. crevez pas en partant avec le camping-car, Non. ce serait dommage. Moi, je vous souhaite... Alors, messieurs, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée et je vous dis à demain.